Donc, le thème de ce workshop, en fait, sont les études qualitatives. Donc, je replace ça rapidement dans le cheminement des 7 étapes du parcours Start for Good. Euh, Vous avez vu lors du campus numéro 1, vous avez vu donc 3 étapes. La définition de la vision mission, étape 1, et vous avez eu un sprint sur le sujet avec Anne-Claire. La deuxième étape, qui est d'établir la théorie du changement, enfin votre théorie du changement, et d'identifier l'impact gap, c'est-à-dire qui sont les bénéficiaires et les parties prenantes que vous souhaitez impacter positivement à travers votre projet, quels sont leurs besoins, comment ou dans quelle mesure ces besoins sont-ils satisfaits ou ne sont-ils pas satisfaits aujourd'hui? Et donc, quel est le gap avec la satisfaction que vous allez offrir grâce à votre prestation, à vos produits ou aux services associés que vous allez proposer? Pour ceux qui ont suivi un parcours en business school ou en sciences de gestion à l'université, ça va correspondre à ce qu'on appelle la recherche documentaire. Et vous savez que l'avantage de la recherche documentaire, c'est que ça va vite, c'est peu coûteux, mais l'inconvénient, c'est que l'on compare des informations qui sont issues d'études différentes, réalisées sur des populations échantillons différentes, à des moments différents, selon des méthodologies différentes. Donc, il se peut qu'il y ait des biais d'interprétation qui vous amènent à partir sur une fausse route ou à avoir des éléments de qualification et ou de quantification qui sont erronés. Donc pour ça, on va réaliser une étude d'opportunité. Et dans cette étude d'opportunité, on va chercher à valider ou à infirmer ou à approfondir, à mieux comprendre les hypothèses qui sont issues donc de votre recherche documentaire. Par exemple, imaginons que vous ayez travaillé sur une recherche documentaire qui ait identifié que la population cible visée soit une population de familles en zone urbaine en situation de précarité alimentaire parce que n'ayant pas les moyens de suivre les recommandations de l'OMS sur une consommation variée, riche en vitamines, oligo-éléments, etc., etc., et que vous ayez eu quelques informations sur la quantification de ces populations sur les zones cibles que vous souhaitez travailler. Tout ça, vous l'avez finalement déduit plus ou moins librement d'un certain nombre d'informations que vous avez collectées dans votre recherche documentaire. Mais lorsque vous allez devoir établir un prototypage, valider votre prototype sur le terrain et construire votre premier business model, ces informations ne seront pas assez précises pour pouvoir ensuite étayer auprès des parties prenantes, auprès de vos futurs financeurs, le bien fondé et la bonne qualification et quantification de votre marché cible. Donc, vous avez vu la semaine dernière, lors d'un workshop animé par Thierry Barthélemy, que vous aviez des méthodologies d'études quantitatives qui étaient à votre disposition. La vidéo a été enregistrée. Si vous n'avez pas pu y participer, je vous invite vraiment à revisionner cette vidéo qui était très, très interactive en plus avec vos camarades qui ont posé des questions sur leur cas spécifique. Et c'était une vidéo particulièrement intéressante et interactive. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder le pendant des études quantitatives, qui sont les études qualitatives, et de procéder sur le même principe. C'est-à-dire que je vais vous faire un rappel très, très synthétique des informations clés pour vous permettre d'utiliser quelques approches ou quelques méthodologies d'études qualitatives. L'objectif, c'est sûrement pas de faire de vous des professionnels des études quali. C'est sans doute même plus compliqué que le quanti, hein. Ça nécessite une approche plus holistique des sciences humaines pour bien maîtriser les études qualitatives. C'est assez complexe, mais c'est indispensable et il faut donc quand même maîtriser quelques clés qui vont vous permettre de réaliser soit des interviews en face à face, soit des entretiens de groupe, des discussions de groupe et donc, je vais vous donner quelques clés méthodologiques pour ce faire. Et dans un second temps, ben, vous allez pouvoir me poser des questions. On va pouvoir travailler, si vous le souhaitez, sur vos cas particuliers. C'est-à-dire que vous allez me faire un état de l'état d'avancement aujourd'hui de votre projet. Si vous l'avez identifié, quelles sont les hypothèses que vous souhaitez approfondir?
pour mieux comprendre comment fonctionne votre marché, mieux comprendre les besoins de vos bénéficiaires, mieux comprendre les attentes des parties prenantes. Ça vous convient? Oui, très bien. Parfait. Alors, d'abord, un rapide point sur la définition des études quantitatives. En fait, les études qualitatives, pardon, elles permettent d'expliquer en profondeur les motivations des bénéficiaires et des parties prenantes. Ça porte sur un nombre restreint d'individus, ce qui veut dire qu'on ne peut en tirer absolument aucun enseignement de quantification ou de hiérarchisation. Ça, c'est la finalité des études quantitatives qui, elles, reposent statistiquement sur un échantillon représentatif de la population mère et sur la base de laquelle on peut extrapoler et hiérarchiser des résultats quantitatifs. Contrairement aussi aux études quantitatives, les études qualitatives sont longues. Généralement, un entretien ou un groupe de discussion va durer 1 heure et demie à 2 heures. C'est long et c'est assez complexe à animer. C'est généralement plus complexe qu'un entretien individuel. On va le voir, je vais aborder les deux sujets au cours de ce workshop. Et vous verrez que les méthodologies d'animation de groupes de discussion sont un tout petit peu plus compliquées. Ça demande une forte qualification, aussi bien en termes d'administration qu'interprétation. Mais pour des raisons d'efficacité, j'ai retiré de la présentation de cet après-midi pardon, toutes les méthodologies qui nécessitent des qualifications en sociologie, en psychologie, en sémiotique, etc., etc., parce qu'on n'aura pas le temps de le voir en 1 heure et demie. Il faudrait des dizaines d'heures de formation sur le sujet pour pouvoir l'appréhender. Et ce n'est pas l'objet de cet atelier. Mais je vais juste vous donner quelques clés sur les méthodes d'animation qui sont accessibles pour un non-professionnel des études qualitatives. Alors, la finalité de l'étude qualitative, c'est de vous permettre de comprendre les raisons qui vont sous-tendre les comportements de vos bénéficiaires, mais également des parties prenantes. C'est-à-dire, pourquoi agissent-ils comme ça? Les opinions. Alors, dans le vocabulaire des études, ce qu'on appelle une opinion, c'est la verbalisation du comportement. C'est-à-dire que comment est-ce qu'ils expliquent leur comportement? Comment est-ce qu'ils justifient leur comportement? La troisième catégorie, c'est la construction de l'attitude. Donc, quelles sont les attitudes de vos bénéficiaires ou les attitudes des parties prenantes sur principalement 3 axes, et ça rappellera des souvenirs anciens à ceux qui ont fait des études en marketing. Le cognitif, l'affectif, le conatif, ça parle peut-être à certains. C'est-à-dire le cognitif, c'est comment font-ils pour s'informer, pour chercher l'information, avoir accès à l'information et pouvoir vous trouver votre entreprise, trouver les prestations, trouver vos concurrents actuels. Ensuite, l'affectif, c'est comment se construisent-ils la conviction que vos produits ou vos prestations vont satisfaire totalement ou partiellement à leurs besoins. Et puis enfin, toute la partie conative qui est la prédisposition à agir, c'est ce qui va précéder le comportement. Et entre autres, on va essayer d'identifier quels sont les éléments déclencheurs. Qu'est-ce qui pourrait finalement déclencher l'adhésion? Qu'est-ce qui pourrait finalement faire en sorte que la personne achète ou souscrive à votre prestation, ou s'il s'agit d'une partie prenante, qu'elle prescrive votre prestation? Et puis enfin, les éléments explicatifs qui sont les motivations. Pour quelles raisons vont-ils le faire? Ou alors les freins, qui, dans le vocabulaire des sociétés d'études, un frein, c'est une motivation négative. C'est-à-dire que derrière un frein, il y a malgré tout un objectif positif. C'est-à-dire que si la personne finalement ne le fait pas, c'est parce qu'elle estime qu'il est plus bénéfique pour elle de ne pas le faire. Par exemple, elle estime que la prestation n'a pas un bon rapport qualité-prix, que finalement, il est plus intéressant pour elle de faire l'économie de cette prestation parce qu'elle a plus à y gagner à ne pas payer la prestation qu'à la payer. Donc, vraiment, 4 champs d'études dans les études qualitatives: identifier les comportements, identifier donc les opinions, comprendre la construction de l'attitude, comment est-ce que la personne, comment est-ce que vous rentrez dans le champ de choix des bénéficiaires et des parties prenantes, comment est-ce qu'ils prennent connaissance de votre activité, de votre utilité, comment est-ce qu'ils construisent une opinion favorable,
une image positive de votre entreprise et de ses prestations, et qu'est-ce qui va déclencher le comportement et qu'est-ce qui va lui donner envie de passer à l'acte, soit en consommant, en achetant votre prestation, soit en la recommandant auprès d'autres bénéficiaires ou par bouche à oreille auprès de proches. Et puis enfin, donc, celle des motivations. Ça, on va le faire en discutant de façon plus ou moins informelle avec un petit nombre d'interviewés. Donc, c'est vraiment une méthode de recueil de données, mais c'est aussi, et c'est là où il faut faire très, très attention, c'est aussi un système d'interprétation de résultats. Et c'est un système où la tentation peut être forte, surtout lorsqu'on est soi-même porteur du projet. Et ce sera vraiment l'un des gros enjeux pour vous, parce que vous n'êtes pas encore à une taille d'entreprise qui vous permet de faire appel à un chargé d'études qui va animer pour vous ces entretiens individuels, enfin mener ces entretiens individuels ou animer ces discussions de groupe. C'est vous qui allez le faire généralement. Et vous n'êtes pas une partie prenante neutre, vous êtes porteur de votre projet et vous allez avoir tendance à vouloir convaincre. Or, dans une étude qualitative, vous n'êtes pas là pour vendre ou pour convaincre, vous êtes là pour poser des questions, vous êtes là pour intervenir le moins possible et pour beaucoup écouter et pour collecter beaucoup d'informations, même si quelquefois c'est très frustrant, surtout quand on estime que finalement les réponses ne sont pas celles qu'on attendait. Et ça arrive. C'est la raison pour laquelle, plus tard, lorsque vous aurez plus de moyens, vous mènerez jamais l'étude qualitative vous-même parce que vous aurez trop peur d'introduire un biais. Mais pour l'instant, il faut faire avec les moyens économiques que l'on a. Donc, pour l'instant, vous allez les animer vous-même. Donc, après, la question que vous allez vous poser, c'est finalement, par rapport aux hypothèses qui sont issues de ma recherche documentaire, est-ce qu'il vaut mieux que je mène des entretiens individuels ou est-ce qu'il vaut mieux que je fasse des interviews de groupe? Alors en fait, vous pouvez tout à fait mélanger les deux méthodologies. Vous pouvez très bien faire du face-à-face puis du groupe, ou au contraire, du groupe puis du face-à-face. Et puis ensuite, vous allez aussi prendre en compte un certain nombre de contraintes. On sait par exemple que les entretiens de groupe sont plus faciles et sont plus souvent utilisés dans du B2C. Et les entretiens face à face sont plus souvent utilisés en B2B, lorsqu'on interviewe des comptes clés, qu'on interviewe des experts, etc. etc. Juste un point de vocabulaire, quand je dis B2B et B2C, ça parle à tout le monde ou pas? C'est OK? Oui, pour moi. Oui? Et donc, l'avantage du groupe, c'est que ça vous permet aussi d'avoir une vision des réactions sociales. Et l'entretien individuel, lui, va vraiment permettre de relancer, d'approfondir, de poser des questions pour mieux comprendre quel est le modèle du monde et donc la réalité subjective de votre interlocuteur et donc d'approfondir la compréhension de son comportement, la compréhension de sa motivation, pourquoi est-ce qu'il l'exprime comme ça, qu'est-ce que ça veut dire pour lui, pourquoi est-ce qu'il utilise plutôt ces mots-là plutôt que d'autres. Tout ça, ce sont des informations extrêmement précieuses que vous allez garder et qui vous seront utiles à plein d'autres moments. Par exemple, lorsque vous allez décrire vos personas. Lorsque vous allez décrire vos personas, ce sera extrêmement utile. Lorsque vous allez chercher à construire un argumentaire pour aller tester votre prototype ou plus tard réaliser des ventes. Donc vous allez collecter ces informations, j'y reviendrai, vous allez enregistrer ces interviews et ces discussions de groupe parce que tout ça, c'est vraiment de la matière première pour vos travaux futurs. M'excusez, je bois un petit peu. Je sors d'une angine et je risque d'être perturbé par un petit peu de tout, vous m'en excuserez. Alors, les avantages et les inconvénients des deux méthodologies. Un entretien individuel, c'est très facile à organiser. Le fait d'être à deux, d'être en face à face, enfin, quoique face à face, on verra tout à l'heure qu'on va éviter le face à face pour des raisons méthodologiques. Mais en tout cas, le fait d'être dans une relation intime va créer un climat favorable à la livraison d'informations, donc plus confidentielles. Les inconvénients, ça nécessite d'avoir un intervieweur qui est plus qualifié que l'animation des entretiens de groupe. Parce que si l'entretien de groupe fonctionne bien, au bout d'un moment, il va y avoir une dynamique collective qui va se créer et l'intervieweur sera plus un régulateur et un facilitateur qu'un intervieweur à proprement parler et c'est plus facile à animer. Le coût financier de l'entretien individuel, parce que ça peut se faire chez vous, ça peut se faire chez votre interviewé, vous n'avez pas besoin de louer une salle, donc ça coûte moins cher.
Et la durée de collecte des données, par contre, est élevée, parce que si vous voulez interviewer 20 personnes, au lieu de les interviewer en une fois, vous allez faire 20 fois, en une fois en 2 heures, vous allez faire 20 fois 2 heures. Donc, ça va vous consommer plus de temps. L'entretien de groupe, lui, donc, c'est l'inverse, rapidité de recueil d'informations, un degré de qualification plus modéré pour l'animateur. Les solutions adoptées en groupe sont plus facilement appliquées, c'est ce qu'on observe en règle générale, puisqu'il y a déjà une forme de consensus qui s'obtient dans le travail de groupe. Par contre, les inconvénients, c'est qu'il y a une pression vers la conformité. Il faut être extrêmement prudent dès qu'il y a un effet de leadership dans le groupe, parce que certaines personnes qui ne sont pas d'accord peuvent hésiter à l'exprimer. Donc, en fait, on peut avoir une grosse perte d'informations par rapport à de l'interview en face à face où la personne n'a pas peur de s'exprimer puisqu'il n'y a pas un leader qui écrase les autres. Et donc, elle va pouvoir vraiment être plus précise au niveau de son expression et plus libre surtout. Et puis, donc, l'entretien de groupe est plus difficile à organiser. Il faut une salle spécifique. Il faut trouver un créneau où les 20 personnes sont disponibles en même temps. Ce n'est pas toujours simple. Quelquefois, il faut passer par des parties prenantes qui ont accès à vos bénéficiaires. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, passer par les Restos du Cœur, et les Restos du Cœur vont réussir, moi, ce sont des choses que j'ai déjà fait dans le passé, par exemple, avec les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur vont, eux, sélectionner 20 bénéficiaires qui correspondent à vos personas et vont organiser dans l'une de leurs salles un groupe de discussion qui va vous permettre d'aller explorer les besoins de ces bénéficiaires-là. Mais vous voyez que c'est un petit peu plus complexe un petit peu plus complexe à organiser. Alors, on va commencer par les entretiens de groupe. Les entretiens de groupe, donc ce sont des réunions simulées de plusieurs personnes en un même lieu, donc unité de temps et de lieu. Il y a un animateur qui sera vous, qui est appelé modérateur, un peu plus tard quand vous pourrez faire appel à des études. Et surtout, 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 ça doit être enregistré en audio, en vidéo, mais il faut absolument que ce soit enregistré. Par contre, n'est pas enregistré à l'insu des participants. C'est-à-dire que quand vous allez lancer l'enregistrement, ça veut dire que vous avez obtenu l'accord des participants. Et généralement, on le demande avant, parce que si une personne n'est pas d'accord, en fait, on ne l'invite pas. Ou alors, si une personne n'est pas d'accord, on peut éventuellement lui proposer un entretien individuel complémentaire. Et peut-être que là, parce que c'est un entretien individuel, elle acceptera, ou parce que c'est un entretien individuel et qu'il est plus facile de prendre des notes à la mano, eh bien, vous prendrez des notes, même s'il y aura un peu de déperdition d'informations, mais vous prendrez des notes. Mais un entretien de groupe, il est toujours enregistré parce que vous allez l'écouter, le réécouter, le réécouter, et que ça vous servira très, très régulièrement à approfondir la compréhension. Et puis en plus, aujourd'hui, franchement, il n'y a plus d'excuses. On a tous ce type d'outils. Et avec un smartphone, il y a une fonction dictaphone. Et donc, vous pouvez enregistrer assez facilement vos entretiens de groupe. Il y a plusieurs types de groupes. Il y a ce qu'on appelle les groupes de discussion, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, parce que c'est le plus facile à animer. Donc, les groupes de discussion visent à confronter des points de vue, rechercher des consensus, valider des hypothèses qui sont issues de la recherche documentaire. Vous avez ce qu'on appelle les groupes de réflexion ou les focus groups. Certains ont dû entendre ce vocabulaire déjà dans d'autres contextes. Donc là, un focus group, c'est un groupe sur lequel on va avoir un focus particulier sur un groupe qui a une unité culturelle, sociétale, idéologique, afin de déterminer la réponse et l'attitude qu'adopte ce groupe au regard du produit ou de la prestation que vous allez lui proposer, ou d'un concept ou d'une idée que vous allez lui proposer. Alors que dans un groupe de discussion, on ne cherche pas nécessairement à ce qu'il y ait une homogénéité des participants. Donc là, dans le groupe de réflexion, on va vraiment avoir une difficulté qui est une difficulté du recrutement des participants, parce qu'il faut que les participants en focus group soient très, très homogènes. Il y a des sociétés spécialisées pour ça, ça va être difficile à faire tout seul, donc je ne l'aborde pas aujourd'hui, et donc on ne l'aborde pas au cours du rendez-vous. Et puis enfin, l'étape d'au-dessus, qui est encore plus compliquée, ce sont des groupes Delphi. Les groupes Delphi sont des groupes d'experts. Par exemple,
Tiens, en fin d'après-midi, là, j'ai un jury pour une prochaine promotion de l'E4Good. Je vais voir un jeune chercheur qui fait des recherches pour proposer des lunettes qui permettraient, alors c'est visiblement un abus de langage de dire à un aveugle de voir, mais en tout cas de distinguer des formes, de distinguer des mouvements et de pouvoir faire de la détection de présence autour de lui. Bon. À un moment donné, quelqu'un sur un produit technologique aussi développé qui souhaiterait réaliser des entretiens de groupe aurait sans doute intérêt à aller réaliser des groupes Delphi, par exemple, avec des médecins ophtalmologistes. Ça, c'est beaucoup plus compliqué à mener parce que c'est plus compliqué d'obtenir l'accord des participants du groupe pour dégager 2 heures à un moment de la semaine pour venir échanger sur une offre novatrice proposée sur le marché. Donc là, vraiment, dans ces cas-là, on fait appel à des sociétés spécialisées qui ont dans leur base de données des experts avec qui ils ont l'habitude de travailler, qui acceptent de travailler sur ce type de choses-là, quelquefois d'ailleurs contre rémunération, ou au moins en paiement papier. Ce qu'on appelle le paiement papier en méthodologie d'études, c'est quand on rémunère l'expert en lui transmettant les résultats de l'étude, ce qui lui peut servir ses propres intérêts parce qu'il a des résultats confidentiels, il a des résultats scientifiques, et il a des informations qui vont lui permettre d'améliorer son propre travail ou sa propre position concurrentielle. Donc là, on voit qu'on est dans un champ qui est un peu trop compliqué pour un start-upper qui lance son activité. Donc, on va vraiment travailler sur la première partie. Alors, ensuite, ce que l'on va faire, l'étape 2, ça va être de déterminer un guide d'entretien. C'est-à-dire que, alors attendez, parce que j'ai un souci de diapo. Hop. Bon, j'ai quelque chose qui a sauté, mais c'est pas grave. Donc, dans les entretiens de groupe, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va donc réaliser un guide d'entretien. C'est-à-dire que l'avantage de l'entretien de groupe, c'est que l'entretien de groupe, euh, le groupe va s'autoporter au bout d'un moment, mais en fait, à plusieurs moments de l'animation, vous allez lancer des discussions dans votre groupe à travers des questions qui ont été définies à l'avance. Je vous ai là noté un exemple, qui est un exemple d'un guide d'entretien, d'un guide d'animation, puisqu'on appelle ça comme ça, un guide d'animation de groupe qui avait été mis en place pour une société qui vendait des prestations en B2B à des professionnels de santé publique, mais qui donc travaillaient dans l'optique. Et donc, les sujets, il y avait 3 thématiques qui étaient prévues au niveau du guide d'animation. Après, on peut faire preuve d'une flexibilité, d'une certaine liberté, etc. Mais le guide d'animation prévoyait une série de questions sur le métier. Ça ne sert à rien que je vous les lise, c'est pas ça l'important. Mais il y avait 3 thématiques qui avaient décidé d'être abordées. C'était comment apprennent-ils leur métier, comment les clients voient leur métier, qu'est-ce qui finalement les rend fiers dans l'exercice de leur métier. Une deuxième partie qui portait sur la connaissance du client et une troisième sur des services qu'ils pouvaient proposer en plus des prestations médicales qu'ils commercialisaient. La finalité ces groupes de discussion était de mettre au point dans une même enseigne, dans un même réseau coopératif de professionnels de santé, une charte de services commune sur laquelle ils s'engageraient. Donc c'était ça l'objectif de l'animation. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir dupliquer à l'identique. Simplement, ce qu'il faut que vous notiez, vous, c'est que vous puissiez lister l'ensemble des hypothèses issues de votre étude de marché que vous souhaitez, de votre étude documentaire, que vous souhaitez valider et infirmer. Et finalement, l'outil de travail de l'animateur de ces tables rondes, c'est simplement d'avoir son guide d'animation et d'avoir en tête les questions qu'il souhaite poser au cours des 2 heures et ensuite, quelques méthodes usuelles de relance qui ne nécessitent pas un niveau de qualification très élevé, de savoir bien utiliser le silence, surtout ne pas avoir peur du silence. Et lorsqu'on est un jeune start-upper, ne pas vouloir convaincre et dire oh là là, je vais profiter du silence pour essayer de les convaincre du bien fondé de ma prestation. De donner des signaux d'écoute
verbaux positifs avec des ah, ok, intéressant. Vous pouvez aussi utiliser l'effet miroir avec la répétition des derniers mots. Retourner en arrière en disant bah, tout à l'heure, vous m'avez dit que, et de rebondir de cette façon-là. Utiliser le résumé ou la synthèse ou la reformulation. Et ce qui fonctionne très bien, qu'on n'utilise généralement pas assez, c'est de résumer mais en déformant volontairement le point de vue des personnes. Et là, vous allez voir qu'ils vont vous dire, mais non, pas du tout, c'est pas ce qu'on a dit. Et ils vont vous expliquer ça comme si vous aviez 12 ans. Ils vont se mettre à votre place, ils vont se dire, bon, franchement, le pauvre garçon, la pauvre fille, comprend rien du tout, je vais lui expliquer de façon plus simple. Et donc, c'est une méthode qu'on utilise très, très souvent pour simplifier et synthétiser. Et vous allez voir qu'assez naturellement, les personnes interviewées vont faire cet exercice de simplification. Donc, vraiment, l'étape 1, vous identifiez les hypothèses à valider ou à approfondir. Est-ce que vous souhaitez identifier des hypothèses de comportement, des opinions, l'attitude ou les motivations? Vraiment désolé. Je reviens pas, je l'ai expliqué tout à l'heure. Et quand vous reverrez la vidéo, si vous souhaitez travailler sur les études Cali, vous verrez que ça correspond donc à chaque fois à une typologie d'information qu'on va chercher. L'étape 2, c'est que vous allez choisir le mode d'animation de la discussion. Je vais vous en proposer 6. Je vous en ai sélectionné, il y en a plus, hein. Je vous en ai sélectionné 6 qui sont super simples à mettre en place, qui peuvent être très amusantes à animer et très plaisantes pour les participants. N'oubliez pas qu'il faut que les participants passent un bon moment. Donc, la première, la plus simple finalement, c'est la discussion plénière. C'est adapté quand il y a un petit groupe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une discussion plénière avec 40 personnes autour de la table, ou même avec 20 personnes autour de la table. Donc, jusqu'à une dizaine de personnes, ça va encore. Vous êtes donc l'animateur de cette discussion-là, et vous allez donc lancer les thématiques grâce à votre guide d'animation et les questions que vous avez prévues à l'avance. Et ensuite, vous allez gérer les interactions entre les personnes jusqu'à, pour chaque question, réussir à faire ressortir une synthèse ou plusieurs points de vue qui peuvent être contradictoires, l'objectif n'étant pas forcément d'aller chercher un consensus. Surtout, n'oubliez jamais que comme vous avez tout enregistré, il n'y a pas de souci. Vous pourrez aller réanalyser l'information parce que très certainement qu'il y a certaines choses importantes qui vous auront échappé dans l'instant. Ça, c'est la plénière, c'est parfaitement adapté pour des petits groupes. Ensuite, lorsque vous commencez à avoir un nombre de participants plus important, vous pouvez organiser le buzz group. Donc, ce sont des discussions qui sont décentralisées, où le groupe est divisé en plusieurs unités de discussion. Vous verrez au cours des campus qu'on utilise souvent cette méthode dans l'animation des ateliers, au cours des campus. C'est-à-dire qu'on va créer effectivement des discussions décentralisées, et à un moment donné, il y a une phase de synthèse où un ou plusieurs représentants de chaque groupe vient exposer les résultats, et donc tout ça sous le contrôle de l'animateur. Ça permet de gérer des groupes qui sont des groupes avec des unités de 4 à 10 participants. Donc vous voyez que la précédente, c'était maximum 10 participants autour de la table. Ben là, ça va permettre d'avoir un nombre de participants beaucoup plus important, tout en assurant un discours, enfin, un confort de discussion pour les personnes invitées qui est plus agréable. Et surtout, ça va permettre à tout le monde de s'exprimer, alors que s'il y avait 40, 50, 60 participants autour d'une même table, bah, très rapidement, il y en a plein qui seraient juste en observateur et qui ne s'exprimeraient pas, alors que sur une table de 4 à 10 participants maximum, ils vont pouvoir apporter de la valeur ajoutée. Quand vous organisez ce type de buzz group, évidemment, vous mettez pas un dictaphone central pour enregistrer toutes les discussions. Vous désignez un secrétaire sur chaque table décentralisée et vous lui demandez de bien vouloir enregistrer la discussion et vous la transmettre à la fin de l'atelier. Ensuite, il y a la méthode de la racine carrée. Ça permet vraiment de gérer des grands groupes. Mais surtout, vous allez voir que ça a aussi un autre avantage, c'est que ça va permettre de mettre en commun les conclusions de l'étape 1 du temps 1 dans le temps 2. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous divisez le groupe en autant d'équipes que la racine carrée du nombre total des participants. Si le carré n'est pas parfait, bien sûr, vous prenez le carré le plus proche.
Et puis l'animateur va attribuer une lettre et un chiffre à chaque participant. Dans le temps 1, toutes les personnes qui ont la même lettre sont autour de la même table. Dans le temps 2, toutes les personnes qui ont le même chiffre sont autour de la même table. Donc vous voyez que sur le schéma ici, en haut du schéma, ben, tous ceux qui ont la lettre A dans le temps 1 participent à la même discussion, tous ceux qui ont la lettre B, tous ceux qui ont la lettre C, la lettre D. Et puis ensuite, dans le temps 2, eh bien, c'est tous ceux qui ont un 1, tous ceux qui ont un 2, tous ceux qui ont un 3 ou un 4. L'objectif, en fait, c'est de créer de la richesse et de l'interaction entre les groupes. C'est-à-dire que dès le temps 2, les participants bénéficient de toute la richesse des apports des autres tables liées au temps 1. Et ça permet vraiment d'aller plus loin dans le niveau de discussion. Et le temps 2 est souvent le temps qui est beaucoup plus riche, alors que ça peut quelquefois devenir un petit peu trop rapidement consensuel sur le temps 1. Et le temps 2 va venir amener un débat et donc quelquefois une plus grande créativité et une plus grande richesse de contenu sur l'animation. La quatrième méthode, vous l'avez expérimentée lorsque vous avez fait la foire au projet à la fin de la journée 1 du campus 1 et que vous vous êtes présenté mutuellement vos méthodologies, enfin vos projets pardon, d'entreprise afin de faire connaissance. La méthode de la tournante, bah, c'est que vous divisez le groupe de travail avec des unités de 4 à 6 personnes. Ceux-ci discutent pendant un temps déterminé et une fois le temps écoulé, ben, un membre de l'unité va rejoindre la table d'à côté et ainsi de suite. Ce qui là aussi permet de faire un mix qui est un mix d'idées en apportant dans les discussions des tables voisines la production intellectuelle de la table d'où vient la personne qui bouge. On l'utilise généralement sur des plus petits groupes que la racine carrée. La racine carrée, ça fonctionne très très bien quand on a des très très grandes assemblées. Quand on a moins de participants à sa réunion de groupe, on va utiliser la méthodologie de la tournante. Autre méthode, celle du débat. Là, on divise le groupe en 2 sous-groupes qui auront chacun à défendre une position opposée. Et l'animateur, lui, son rôle, c'est de veiller à laisser à chaque sous-groupe le temps de collecter de l'information, de préparer ses arguments. Donc chaque sous-groupe travaille, hein, ils travaillent entre eux. D'ailleurs, pour les faire travailler, on peut très bien utiliser l'une des méthodologies précédentes. Et ensuite, on lance le débat. Bon. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'avoir un atelier où, par exemple, quand il y a des points de vue très, très opposés sur une situation, où je mets d'un côté tous ceux qui sont pour, de l'autre côté tous ceux qui sont contre, et ceux qui sont pour avancent leurs arguments, ceux qui sont contre avancent leurs arguments, et ensuite on lance le débat. Mais ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est de demander dans un temps 1 qui est pour, les personnes lèvent la main, qui est contre, les personnes lèvent la main, et en fait je vais inverser les rôles. Je vais dire, bon, bah, tous ceux qui sont naturellement pour, dans le débat, vous allez défendre le point de vue de ceux qui sont contre. Donc, vous allez commencer par vous réunir et réfléchir à tous les arguments qui vont à l'encontre de l'idée ou à l'encontre de la solution qui est proposée. Toutes les objections, tous les freins. Et ceux qui, au contraire, sont pour, pardon, ceux qui sont pour, vous allez chercher contre, et ceux qui sont contre, vous allez essayer de trouver tous les arguments qui sont favorables. Et vous allez essayer de convaincre ceux d'en face, qui sont contre, entre guillemets, du bien fondé de la solution que vous proposez. Donc, c'est vraiment, ça crée, c'est très amusant, très, très amusant à animer. Et c'est très riche parce que très souvent, des personnes qui étaient pour et qui donc doivent jouer le jeu de ceux qui sont contre vont être très efficaces, bon, voilà, et inversement. Et assez naturellement, dans un temps 2, parce que généralement on utilise plusieurs méthodes, dans un temps 2, la recherche de consensus est facilitée par le fait que les uns et les autres se sont mis dans la position de perception opposée à celle qui est la leur naturellement. Dans la conjoncture actuelle politique, ce serait quelquefois intéressant d'utiliser ce type de méthodologie pour animer les débats. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vu utilisé dans un débat politique dans un média, mais ce serait une expérience sociale intéressante à mener. On n'aura pas le temps cette semaine, c'est dommage. Enfin, dernière méthode qui est à votre disposition,
C'est ce qu'on appelle la méthode du panel. Et donc là, on va sélectionner en fait des personnes qu'on va appeler des panélistes et qui doivent défendre et expliquer une position particulière par rapport au sujet de l'étude de marché. Ce qui est important, c'est que soit la personne est vraiment experte, elle connaît bien le sujet, soit il faut qu'elle ait un certain temps de préparation pour pouvoir le faire. Et en fait, les autres participants vont poser des questions. Et dans certains cas, donc, il peut être pertinent de recruter des experts à l'extérieur du groupe. Voilà les 6 méthodes les plus simples. Il y en a d'autres beaucoup plus compliquées qui utilisent des méthodologies sémiotiques, etc. Ça nécessite plusieurs années d'études universitaires pour maîtriser ce type de méthodologie-là. Donc, je ne vais même pas les aborder. Mais ces méthodes-là sont simples, elles sont ludiques, elles vont vous donner énormément de contenu. Vous allez vraiment pouvoir comprendre les comportements, les opinions, la construction de l'attitude et les motivations. Et à partir du moment où vous expérimentez ce type de méthode, vous allez voir que ça va devenir une méthodologie de travail que vous allez reprendre régulièrement. Et entre autres, ce qu'on est en train de voir là, ça va vous être extrêmement utile dans l'étape qui sera l'étape 5 du programme Start for Good, qui est celle du crash test de votre prototype auprès de ces mêmes personnes que vous allez interviewer dans cette étude d'opportunité. C'est-à-dire que si ça se passe bien avec eux, vous allez, à la fin des discussions, leur dire, bah, est-ce qu'éventuellement on pourrait vous ressolliciter? On a bien écouté l'ensemble de vos besoins, on a bien écouté vos contraintes, on a bien écouté le point de vue des parties prenantes. Nous allons prototyper un premier modèle de notre solution. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on vienne vous exposer ce prototype afin que vous puissiez nous faire des critiques constructives, qu'on puisse améliorer ce prototype et qu'on puisse encore améliorer le niveau des prestations et des produits que nous allons vous proposer pour répondre à vos attentes. Vous allez voir qu'en règle générale, ils vont vous dire oui. Et donc, en fait, en règle générale, si vous leur faites vivre une bonne expérience dans cette phase qualitative, vous avez déjà recruté vos futurs échantillons d'études qualitatives pour faire vos pré-tests de prototypage. Et puis, donc, ah ben voilà, donc l'étape 3, c'est là que je l'avais mis, avec l'exemple d'un guide d'entretien de groupe. Donc, je l'ai précisé, donc je ne le reprécise pas. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première partie sur les entretiens de groupe? Est-ce que c'est totalement nouveau pour vous? Est-ce que vous en avez déjà mené? Euh, Bon, en ce qui me concerne, j'en ai jamais mené. Non, c'est hyper intéressant. ouais. Moi, Oui. j'ai. Excuse-moi, tu voulais compléter peut-être? Non, non, vas-y, Félix. Ok. Moi également, j'ai jamais fait de ce type d'interview. Moi, j'ai plutôt fait des interviews individuelles dans le cadre de mon projet. Donc là, Oui. j'ai beaucoup plus de choses qui ont été faites. Mais pour le coup, la partie groupe que tu as présentée là, je ne connaissais pas du tout. C'est quelque chose de nouveau. OK. C'est pas très compliqué à mettre en œuvre, hein, et c'est extrêmement riche. C'est vrai qu'assez naturellement, on fait de l'entretien individuel en face à face. C'est pour ça que je vais aller assez vite sur cette partie-là. Il faut un peu de méthode, mais généralement, on est plutôt enclin à adopter ce type de démarche-là. Mais il nous manque toute cette richesse, il nous manque toute l'analyse de ces interactions sociales et surtout l'incroyable richesse que vous allez avoir. Ce sont toutes les discussions, les objections, les réponses aux objections. Les groupes vont faire une partie de votre futur travail. Ils vont vous expliquer comment convaincre vos futurs bénéficiaires, comment convaincre vos futures parties prenantes. Vous allez être dans un fauteuil lorsque vous allez travailler sur vos scénarios de vente, parce que vous allez pouvoir réécouter ces entretiens initiaux et plus tard, lorsque vous referez le même exercice en phase de prototypage, vous aurez encore plus de matières premières parce que là, ils réagiront vraiment à votre prototype. Et du coup, ça deviendra beaucoup moins anxiogène de se dire bah, je vais oser décrocher mon téléphone et je vais oser aller rencontrer des clients. Parce qu'en fait, vous avez déjà modélisé les objections, les convictions, ce qui va plutôt donner envie à vos bénéficiaires et aux parties prenantes de souscrire à votre prestation ou de la recommander. Vous avez identifié les freins,
euh, une partie des groupes, une partie des participants au groupe vous ont donné les réponses aux objections, vous ont expliqué comment convaincre les autres et vous allez pouvoir identifier des mécaniques de conviction qui fonctionnent bien et ça va vous simplifier considérablement cette phase qui généralement est extrêmement anxiogène. On le voit chaque année hein, pour les entrepreneurs que l'on accompagne, qui est bon, ok, maintenant il faut que j'aille voir mon client. Aïe, aïe, aïe. J'ai jamais fait ça. Je me souviens de bénéficiaires de nos programmes qui étaient extrêmement anxieux à l'idée d'aller rencontrer les clients parce que finalement, bah, on ne sait pas trop comment ça va se passer, on ne sait pas trop ce qu'on va nous demander, on ne sait pas trop quelles seront nos objections. Bah, si on a mené des études quali avant, des entretiens, des discussions de groupe avant, on n'a plus enfin, du moins, on a beaucoup moins cette anxiété-là. Parce qu'en fait, en observateur, et c'est la clé de l'animateur, en observateur, on a déjà observé les personnes qui débattent de notre idée à un moment où c'est juste une idée et où donc il n'y a pas d'enjeu économique et on les a déjà entendus objecter, répondre, se convaincre, se déchirer sur telle ou telle position. Ça va nous permettre de mieux comprendre la segmentation, ça va nous permettre de mieux définir les personas. Donc on est beaucoup plus à l'aise finalement, on est moins souvent surpris. Et je peux vous assurer que les entreprises, dans tous les secteurs économiques, usent et abusent des études quantitatif, parce qu'à un moment donné, il faut quand même chiffrer et hiérarchiser les choses afin de pouvoir faire des extrapolations de marché en volume, en valeur, en taux de croissance prévisible, et donc de pouvoir justifier auprès de ses investisseurs, auprès de sa hiérarchie, un ROI potentiel. Mais toute la phase quali est essentielle pour construire le discours de la marque, le positionnement, les argumentaires de vente, etc., etc. OK? Je vous présente rapidement les entretiens individuels, mais vous en avez déjà fait. Et puis après, ce que je vous propose, c'est que, mais ça va vous permettre d'y réfléchir un petit peu pendant que je parle des entretiens individuels, c'est que vous puissiez, si vous le souhaitez, hein, me dire, bah voilà, voilà moi ma vision mission aujourd'hui, telle que je l'ai définie avec Anne-Claire et telle que je l'ai validée avec Anne-Claire. Voilà les principales informations qui sont issues de l'Impact Gap, voilà qui sont mes bénéficiaires, voilà leurs besoins, voilà les offres aujourd'hui ou les prestations proposées sur le marché, voilà le gap entre ce que je pourrais proposer et ce que proposent les concurrents. Donc voilà l'impact supplémentaire que je pourrais apporter. Mais, euh, mais en fait, il y a des choses que je souhaiterais valider. Est-ce que c'est du comportement? Est-ce que c'est une opinion? Est-ce que ce sont des attitudes? Est-ce que ce sont est-ce que ce sont peut-être des clés de compréhension de ce qui peut permettre de convaincre les uns et les autres lors de débats contradictoires, mais que vous puissiez me dire voilà le type d'information que je souhaiterais approfondir pour mieux comprendre le comment et pourquoi. Et à ce moment-là, on pourrait essayer d'identifier ensemble quelles sont les méthodologies qui vous permettraient de mener des entretiens, des discussions de groupe ou de mener des entretiens individuels vous permettant de répondre à ces questions. OK? Alors, pour vous laisser le temps de réfléchir, j'enchaîne donc sur les entretiens individuels. Donc, l'entretien individuel, bah, l'avantage, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, alors c'est pour ceux d'entre vous qui sont sur des marchés B2B, c'est vrai qu'en règle générale, l'entretien en face à face va être plus utilisé dans les études B2B parce qu'il permet vraiment d'approfondir une piste, ça permet vraiment d'explorer des motivations. Par exemple, je souhaite commercialiser mon produit en passant par des centrales de référencement et de paiement ou des centrales d'achat de distribution sélective. Par exemple, je souhaite que mes produits soient distribués dans des magasins bio. Bon, bah, je vais aller interviewer des acheteurs de la grande distribution et je vais pouvoir explorer avec ces acheteurs quels sont les besoins auxquels aujourd'hui ils estiment ne pas pouvoir répondre de façon satisfaisante pour leur consommateur final et quels sont les besoins à prendre en compte, spécifiquement les besoins de l'enseigne et les besoins de la centrale à prendre en compte pour pouvoir être référencé auprès d'eux. Et on ne parle pas uniquement de conditions commerciales, mais il peut s'agir de besoins en termes de merchandising, de besoins en termes d'animation de vente, de besoins en termes de campagne publicitaire, de PLV, d'ILV, etc., etc.
Donc, on va vraiment avoir des réponses en profondeur. L'avantage de l'entretien individuel, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas d'effet de leadership. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui prend la main. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais si quelqu'un devient trop pesant en termes de leadership, surtout dans le premier groupe de discussion avec une dizaine de personnes autour de la table, c'est le rôle de l'animateur, à un moment de dire à la personne, de l'inviter à laisser les autres s'exprimer aussi, hein, parce que sinon, ça vous pourrit la réunion. Donc, on va vraiment avoir des entretiens qui sont parfaitement bien adaptés à une exploration de besoins de clients, de bénéficiaires ou de parties prenantes en B2B. Les inconvénients donc du face-à-face, pas de vision générale, peu de créativité, comme on l'a évoqué tout à l'heure. La complaisance des interviewés, c'est-à-dire qu'il n'est pas rare que l'interviewé, si vous aime bien et qu'il trouve finalement attachant votre volonté de changer le monde, votre volonté d'avoir un impact positif, etc., il peut être bien plus gentil qu'au naturel. C'est-à-dire qu'il va avoir tendance à finalement ne pas exprimer tous les aspects négatifs ou ne pas vous donner toutes les clés du futur échange que vous aurez avec lui ou avec d'autres interlocuteurs tels que lui. Par exemple, un acheteur en grande distrib va avoir tendance à vous dire oui, c'est super, etc., etc. Et puis en fait, vous allez avoir une vision qui est un petit peu biaisée parce qu'il veut vous faire plaisir, parce qu'il vous trouve sympathique et qu'il trouve la cause sympathique. Et puis surtout parce que ça n'engage à rien, il signe pas de bon de commande. C'est l'inconvénient de l'entretien en face à face, c'est que là, pour le coup, il peut y avoir un vrai biais, qui est un biais de sympathie qui lui fait être un petit peu trop gentil par rapport à la prestation que vous venez proposer. Il adhère un peu trop facilement. Je l'ai observé plusieurs fois, donc il faut vraiment se méfier de ce type de biais-là. Ensuite, ce qui est compliqué dans un entretien en face à face, c'est que pour une heure d'entretien en face à face, il faut compter 3 à 4 heures de retranscription. Alors maintenant, vous avez l'IA qui vous aide beaucoup, mais malgré tout, le travail de retranscription est long. Et comme pour l'entretien de groupe, n'oubliez surtout pas d'enregistrer l'ensemble de vos entretiens, mais ce qui veut dire qu'il va falloir les réécouter plusieurs fois et en étant attentif à tous les signes non verbaux, les silences, les hésitations, voilà, de décoder. C'est là où ça nécessite une oreille, on va dire, un peu plus qualifiée qu'un animateur d'entretien de groupe. Donc, la clé, donc, c'est vraiment d'avoir un certain nombre de thèmes que vous allez aborder. Et en fait, ce que vous allez utiliser, ça nécessite un niveau d'expertise un peu plus fort à ce niveau-là pour pouvoir animer des entretiens face à face. C'est qu'il ne faut surtout pas que l'entretien en face à face ressemble à un enquêteur qui pose une série de questions d'une étude quantitative. Souvent, c'est ce qui se passe dans un entretien en face à face pour quelqu'un qui débute. Et à ce moment-là, ce n'est pas un entretien qualitatif. C'est du quanti en face à face avec un intervieweur. Je vais vous poser quelques questions, et puis je prends mon papier, et hop, je commence à vous poser la question numéro 1, la question numéro 2. Quelle est la solution que vous proposez? Quels sont vos besoins en volume? Quels sont vos besoins en valeur? Et finalement, vous remplissez un questionnaire quantitatif en face à face. Vous avez l'illusion de faire un entretien individuel qualitatif, mais pas du tout. Vous êtes un enquêteur Ipsos. Vous faites du quanti. Donc, en fait, pour éviter ça, il ne faut pas écrire vos questions. Il faut avoir un guide d'entretien où vous avez des thématiques. Quelles sont les thématiques que vous souhaitez aborder? Une, deux questions pour lancer voilà, le début de l'interview. Mais vraiment, ce guide d'entretien, c'est un document qui résume juste les axes essentiels, c'est tout. Et vous avez juste des phrases de relance. Nous allons maintenant parler de tel thème, nous allons parler de telle solution, où j'aimerais mieux comprendre les raisons pour lesquelles aujourd'hui vous faites appel à tel prestataire de service, les raisons pour lesquelles aujourd'hui l'impact n'est pas beaucoup pris en compte dans votre chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles vous avez décidé de privilégier le prix plutôt que la qualité du produit, etc., etc. Donc, vous allez vraiment avoir 2-3 phases de relance sur les changements de thématique, mais sinon, ce sont juste des grands thèmes.
Et donc, c'est vraiment une clé essentielle avec une autre clé essentielle. J'aime pas le terme de entretien face à face parce que ça induit le fait qu'on est face à son interlocuteur. Et c'est surtout l'erreur à ne pas faire. En fait, il faut avoir une disposition telle que vous l'avez sur le schéma. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut que la personne, lorsque vous lui posez une question et surtout lorsque vous l'amenez, lorsque vous l'interpellez sur une réflexion nouvelle, euh, ben, elle va chercher à échapper à votre regard. Il faut qu'elle puisse, on appelle ça défocaliser. Elle va regarder dans le vide. Vous savez, quand quelqu'un regarde dans le vide et regarde vers le haut et réfléchit, ben, en fait, il ne faut pas qu'elle ait en face d'elle, cette personne-là, quelqu'un qui lui capte le regard, parce que sinon, ça l'empêche de pouvoir partir dans ce monde intérieur pour réfléchir à la réponse qu'elle pourrait apporter. Et quand on est vraiment en face à face, généralement, les questions auxquelles on obtient des réponses sont des questions que les interlocuteurs se sont déjà posées 10 000 fois. Ils vous répondent comme des robots, ils connaissent les réponses à l'avance et vous n'allez pas réussir à leur faire produire des idées nouvelles. Et l'une des clés de l'interview, c'est vraiment d'être à 90 degrés de cette façon-là pour lui permettre à certains moments de ne plus être capté par votre regard et de partir en réflexion intérieure et de pouvoir verbaliser donc leurs idées intérieures. Donc vraiment, la clé, c'est vraiment de laisser beaucoup de temps de silence. Ne cherchez pas à combler le vide. S'il y a un vide, c'est qu'il faut juste que vous puissiez calibrer, c'est-à-dire observer le fait que la personne est en réflexion. Donc laissez-lui le temps de réfléchir et surtout comme vous avez un biais énorme, ce qui est que vous êtes le porteur du projet, ne lui soufflez pas les réponses. N'essayez pas de le convaincre. Ce n'est pas un exercice de vente. C'est un entretien qualitatif d'exploration. Donc, vous ne lui coupez pas la parole, vous n'induisez pas les réponses, vous ne donnez pas votre avis et surtout, vous ne portez pas de jugement. Vous aurez tout à loisir ensuite à réécouter la bande sonore de votre interview et à tirer des enseignements. Donc, vraiment, les facteurs clés de succès, le respect des silences, vous laissez l'initiative aux répondants et pas de commentaires. Dans l'idéal, pas de réponse aux questions, ou alors vous lui dites, bah, si vous le voulez bien, je répondrai à vos questions à la fin de l'entretien. Mais dans un premier temps, j'ai vraiment envie de percevoir quel est votre regard sur cette problématique-là. Donc, je ne souhaite pas vous influencer. Mais si vous voulez, à la fin, je vous expliquerai plus en détail le sujet sur lequel je travaille ou les solutions que je cherche à proposer ou que je cherche à mettre au point. Et puis, à mettre au point, oui. Et puis, dernier élément, surtout, pas de marque de surprise. C'est-à-dire que votre interlocuteur vous répond et vous faites pas, enfin, le non-verbal est tellement criant, quelquefois, moi, j'ai vu des personnes, lorsque j'étais interviewé, et que ma réponse les surprenait, faire oh, oh, non, c'est pas possible. Bah non, on fait pas ça quand on mène un entretien en face à face. C'est que c'est poker face. C'est ah, ok, tac, on reformule, on reprend les mots de l'interviewé, on le relance, on pose toujours des questions ouvertes. Et puis cette fameuse question que vous apprendrez à poser dans les méthodologies de coaching de l'E4Good en Campus 3, qui est et quoi d'autre, et quoi d'autre, et quoi d'autre, pour systématiquement aller de plus en plus loin et inviter l'interviewé à mieux, à plus explorer en profondeur sa réponse. OK? Donc, voilà pour ces entretiens individuels. Vous le faites de façon naturelle. C'est généralement le premier réflexe, c'est d'aller rencontrer des bénéficiaires ou des parties prenantes. Je pense qu'en écoutant la liste de ce qu'il ne fallait surtout pas faire, vous vous êtes sans doute reconnu en disant, mince, c'est vrai que moi, dans les entretiens que j'ai menés, ben, quelquefois, j'ai donné mon avis, quelquefois, j'ai induit les réponses, quelquefois, j'ai essayé de convaincre mon interlocuteur. À ce stade-là, non, ce n'est pas un entretien de vente. Avez-vous des questions sur cette partie qualitative d'entretien individuel? Est-ce que certains sont tombés dans le piège de finalement plus jouer à l'intervieweur
va à la personne qui travaille pour un institut de sondage et qui pose un questionnaire en face à face et finalement croyait avoir fait un entretien en face à face et a fait de l'étude quantique. Moi, ça m'était arrivé hein, quand je débutais, j'ai fait ce genre d'erreur. Est-ce que c'est arrivé à certains d'entre vous? Ouais, je Félix? vais répondre. Alors, quand on a parlé au début, je me suis dit, mince, j'ai fait que ça. Et en fait, peut-être pas forcément parce que alors j'avais préparé des questions, mais en fin de compte, quand tu as parlé de thèmes, les questions étaient plutôt des thèmes. En fait, dans chacune de ces questions, je posais un peu des sous-questions. Mais là, c'était par rapport à ce que disait la personne interviewée. Donc, il y avait, en général, bah, ça changeait selon les interviews. Donc, je pense qu'au début, j'étais plus sur l'erreur que ce que tu as décrit. Et puis, au fil des discussions interviews, vu que je me suis amélioré et que j'ai plus facilement trouvé des moments pour rebondir. Voilà, c'est ça, pouvoir rebondir qui est assez difficile. Je pense qu'à la fin, c'était d'une plus grande qualité et du coup, plus sur des thèmes de qualité que sur la partie quantité. Donc oui, j'ai fait l'erreur que tu décrite. C'est normal. Ok. Jérôme, Euh, tu as mené oui, des je pense entretiens que individuels? on fait toujours un peu cet écueil. Enfin, ce serait complètement illusoire de penser que c'est jamais le cas. Euh, Peut-être une question moi que j'ai sur la partie à la fois collective, à la fois collective et individuelle, c'est ce qu'on fait là, c'est-à-dire le faire à distance. Sur le collectif, ça me paraît, enfin, vis-à-vis de ce qui était présenté, ça me paraît complètement infaisable. Mais je serais curieux quand même de voir s'il y a des setups ou des cas où potentiellement ça marche. Une fois, j'ai du mal à l'imaginer, mais bon, pourquoi pas. Et d'un point de vue individuel, comment là, c'est peut-être plus une question pratique de, bon, bah, parfois, l'interlocuteur est à l'autre bout de la France, etc. Et ça vaut peut-être le coup quand même de lui parler, mais comment faire pour bien réussir un entretien à distance où j'imagine que avoir une attention aussi soutenue qu'en face à face ou sur le côté est plus difficile. Pardon, c'était une longue question. Non, non, mais je comprends tout à fait. Alors, en fait, il y a plusieurs critères à prendre en compte. C'est effectivement très intéressant parce que je vais te prendre mon cas particulier. J'ai eu animé ce genre de choses, entre autres avec des étudiants. J'étais encore enseignant-chercheur en business school pendant le premier confinement. Et c'était nouveau pour tout le monde. C'était nouveau Ouais, pour les profs comme pour les élèves que d'animer des sessions qui d'habitude s'animaient en amphi d'une quarantaine de places ou en sous-groupe. L'avantage des business schools ou écoles d'ingénieurs, c'est que tu as quand même une partie des cours qui sont dans des petits groupes de 15 à 20 élèves et de devoir le faire en virtuel. Le premier frein, et qu'il faut surtout pas perdre de vue en fonction de la nature des bénéficiaires ou des parties prenantes, c'est d'abord l'accès à la technologie, la maîtrise de la technologie, la maîtrise des règles de discussion en groupe. Le fait que ce soit pas une cacophonie, mais qu'à un moment donné, ben, je lève ma main pour signaler que je souhaite prendre la parole. Ou je peux en parallèle utiliser le chat pour diffuser des informations complémentaires. Donc, ça va nécessiter d'avoir des experts aussi bien au niveau des intervieweurs que de l'animateur, de l'utilisation de ce type de technologie. Donc, c'est toujours mieux que rien. C'est-à-dire que si tu as un interlocuteur, je te parlais tout à l'heure des Restos du Cœur qui te dit, moi je peux organiser un groupe et ce groupe est organisé en distanciel parce que mes bénéficiaires sont un petit peu, enfin quoique, c'est pas un bon exemple parce que, enfin quoique si, ça peut, enfin il faudrait que les personnes maîtrisent la technologie et accès à la technologie, maîtrisent la technologie, tu vois. Donc je dirais que sur des problématiques B2B, avec des groupes qui sont des groupes de professionnels et donc qui sont parfaitement rompus à ce type d'outils, on peut utiliser ces méthodologies sans avoir une perte de qualité. Par contre, dès que tu es en B2C ou que tu t'adresses à des populations de bénéficiaires en situation de précarité et qui ne sont pas formés à ce type d'outils-là,
Tu oublies. Ouais. Audrey, est-ce que tu as des questions éventuellement? Pour moi, en soi, alors ce genre de choses, j'ai l'habitude d'en faire du coup dans le cadre, par exemple, de la programmation pour vendre les événements. En l'occurrence, j'en ai fait pas mal, mais j'ai appris pas mal de choses, notamment sur les choses un petit peu plus ludiques, on va dire, et les choses en groupe que je compte mettre en place bientôt. Mais non, Ah, franchement, super, tu nous c'est raconteras alors. intéressant. Oui, 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 je vous ferai un retour d'expérience bientôt. Quelle méthode, par exemple, t'as interpellé, que tu as envie de tester dans les méthodologies de discussion de groupe? Alors moi, je reste très, très, très terre à terre et c'était plus du coup la 1re, vraiment en fait la réunion, vraiment plénière où il y a, ben, tous les participants en face et où, je dois vraiment, vendre, le projet, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Alors, est-ce qu'éventuellement, vous souhaitez qu'on réfléchisse ensemble aux méthodes qui pourraient être adaptées à vos objectifs individuels? Est-ce que vous avez en tête des hypothèses que vous souhaiteriez approfondir en méthode Cali? Et puis qu'on prenne, là, il nous reste du temps, qu'on puisse prendre 10 minutes avec chacun pour essayer d'imaginer collectivement quelles seraient les méthodes les plus appropriées. Alors, qui souhaite commencer? Ouais, je vais me lancer, allez. Allez, tu peux juste me Euh, rappeler, parce que ça va me permettre de comprendre ouais, le bien sûr. contexte, vision, Ouais. mission, et globalement, quel est le résultat de ton impact gap et les hypothèses que tu souhaiterais approfondir. Watch. Alors là, vision mission, je sais que je l'ai travaillé, mais il fallait que je continue à travailler dessus. J'ai pas mon bouquin. Vision mission. En plus, je confonds toujours. Alors, je vais peut-être pas donner dans les bons termes, mais je vais essayer de répondre au mieux à la question. Donc, l'objectif, c'est non, pas l'objectif. Donc, d'abord, c'est le plus large, c'est quoi? C'est la vision. Donc là, où on veut amener. C'est ça, c'est la Euh, vision, tout à fait. ouais, c'est ça. Donc, la vision, c'est de proposer euh, euh, donner la possibilité à toutes les entreprises de mesurer correctement leur impact environnemental, social et de gouvernance, donc tous les indicateurs extra-financiers. C'est très mal dit, c'était beaucoup mieux dit quand on l'avait travaillé, mais bon, j'espère que j'ai transmis l'information, enfin, que vous comprenez ce que j'ai voulu décrire. La Mhm. mission, donc ça, c'est comment on y répond, c'est de développer une application qui permet aux entreprises de mesurer leur impact extra-financier. Quand je dis application, c'est Donc, un ta logiciel. contribution, la contribution de ton entreprise, c'est une application qui va simplifier C'est ça. cette mesure, c'est ça? Voilà, simplifier et rendre possible cette mesure. OK. Alors, quels sont les résultats de ton impact gap? Et donc, quelles sont les hypothèses que tu souhaiterais approfondir? Euh, Vous vous souvenez, hein, quand on était tous à l'école, on a tous appris qu'à un moment donné, c'est pas parce on n'a pas une donnée dans l'équation qu'on ne peut pas avancer sur la résolution du problème. On pose une hypothèse, simplement on le signale au prof, au correcteur que c'est une hypothèse, ou en étude de marché, vraiment, on met un gros warning en disant attention, c'est une hypothèse, ça reste à valider. Mais ça permet de poursuivre le raisonnement. Par exemple, hum, il me manque, par rapport à ce que vous avez vu la semaine dernière sur les données chiffrées, il me manque des données de quantification, mais j'imagine que ça doit être de l'ordre de 10 tonnes par semaine sur telle zone géographique. Bah tiens, je pose cette hypothèse et je continue mon raisonnement en imaginant que c'est 10 tonnes. Mais je n'oublie pas qu'il va falloir que je fasse une étude quantitative pour bien valider que c'est 10 tonnes. Donc je vais aller interviewer un échantillon représentatif de mes clients pour bien vérifier que c'est bien 8-10 tonnes et non pas 100 tonnes, parce que c'est ok. plus le même raisonnement. Ouais. D'accord? Donc, ne cherche pas quelque chose que tu aies pu Non, mais vérifier véritablement, mais quelles sont tes hypothèses? oui, bah justement, bah, l'hypothèse principale bah, que j'ai déjà commencé à vérifier, mais l'hypothèse principale que je m'étais posée au début, c'était de savoir si les entreprises de petite taille avaient des demandes de leurs clients, grands groupes, pour fournir ce type d'éléments d'évaluation sur leurs indicateurs extra-financiers, environnement, sociaux et gouvernance.
Et donc, Donc, ton voilà. hypothèse, c'est que oui, parce que sinon, ton Oui, projet s'arrête. l'hypothèse, oui, c'est oui, 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 voilà, c'est ça, évidemment. Donc, oui, il y a une demande des grands groupes, de leurs clients sur ces sujets-là. Tout à fait. Ça, D'accord. c'est l'hypothèse. Et est-ce que tu es allé un petit peu plus loin, c'est-à-dire que tu as commencé à qualifier la nature des demandes? Tu sais que les demandes portent plutôt sur telle ou telle information ou tu n'en sais rien? Alors, je sais qu'il y a des demandes qui existent. Par contre, j'ai pas la précision de savoir quelle est la nature de ces demandes. Et ouais, je suis pas. Je sais qu'il y a un oui, mais je ne sais pas te, te décrire le oui, de comment il est. Qu'est-ce qu'il Ok. contient. Mais tu es capable malgré tout de poser des hypothèses ou vraiment tu sais pas? C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que tu penses que les trois, par exemple, il y a trois besoins exprimés les plus souvent par les acheteurs des comptes clés qui sont, et là tu cites les trois Ah thématiques oui, prises en oui, compte, oui. ou Oui. alors tu es vraiment dans de l'exploratoire et tu n'en as aucune idée. Si, si, si. Il y a la partie, bah, là, du coup, on commence à rentrer beaucoup plus dans le technique, hein. Enfin, tes questions sont beaucoup plus précises là maintenant. Donc il y a le 1er thème qui est tout l'aspect, émissions de CO2. Donc c'est le premier D'accord? sujet qui est cité. Le deuxième sujet qui est cité, c'est la parité, donc toute la partie sociale, parité, relativement large, donc que ça soit, les postes occupés, mais également sur la partie salaire et cetera. Donc c'est Mhm. relativement large. D'accord? Et après un troisième, là, il y en a aucun qui me vient en tête, mais il y en aura sûrement un troisième si je reprends un peu les échanges. D'accord. Et ce sont toujours les mêmes thèmes, quel que soit le secteur d'activité? Oui, alors, ces 2 thèmes-là que j'ai cités, reviennent, quasiment à chaque fois ou à chaque fois. Le troisième, enfin, là, c'est pour ça que je l'ai pas, je pense, varie beaucoup plus selon le domaine d'activité. Mais en tout cas, les 2 premiers que j'ai cités, sont quasiment présents à chaque fois, oui. D'accord, ok. Et qu'est-ce que, par rapport à ces deux thèmes-là, et si l'on revient, je vais peut-être t'afficher ça pour t'aider dans ta Je vais répondre. réflexion. Euh, Si l'on revient, donc, tu te souviens à cette étape 1 qui était d'identifier les hypothèses à valider ou à approfondir. Par rapport à ces thèmes-là, qu'est-ce que tu souhaiterais approfondir à l'occasion de cette future étude qualitative? Ah, juste, on voit pas ta slide. Si tu Ah, souhaites pardon. partager, ouais. Oui, je Quand crois y j'utilise avoir Joker partagé. pour, gagner du temps. Hop, là, tu la vois? Oui, c'est bon. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux juste me redéfinir les 4 pour être sûr de bien avoir, parce que D'accord. tu les as définis, mais excuse-moi si tu peux juste Alors, répéter, le merci. comportement, ça va être par exemple, les parties prenantes souhaitent avoir une remontée d'informations ou une mesure sur tel et tel critère. Donc là, tu m'en as cité Oui, deux. Euh, et comment est-ce qu'ils souhaitent avoir cette mesure? C'est le comportement. Ça se comment je fais? matérialise comment? Oui, d'accord, oui, OK. D'accord? Est-ce que j'ai bien compris Mmh, quelles sont toutes les occasions de leur transmettre cette information? Comment ils souhaitent que je leur transmette? Sous quelle mmh, forme? À quelle fréquence? Etc. etc. mmh, mmh. Ensuite, sur tout ce qui est opinion, c'est est-ce qu'ils souhaitent avoir juste de l'information brute ou est-ce qu'ils souhaitent avoir aussi de l'analyse? Est-ce qu'ils souhaitent avoir de la qualification? Est-ce qu'ils souhaitent avoir des axes de progression? Est-ce qu'ils souhaitent avoir une mesure comparative de la performance? Est-ce qu'ils souhaitent juste avoir des données ou avoir des données comparées à des standards sectoriels, etc., etc. La construction de l'attitude, ça se prête pas forcément là. Je réfléchis en direct, hein. Ça va être toc, toc, si ça va être qu'est-ce qui à un moment donné on va plutôt jouer sur le collatif. Qu'est-ce qui à un moment donné va les inciter à passer à l'acte, c'est-à-dire à exiger de la part de leurs fournisseurs ces informations-là. Est-ce que c'est au-delà d'un certain chiffre d'achat transité, enfin chiffre d'achat et en-delà de certains volumes Mmh. d'affaires ou de certains appels d'offres? Est-ce qu'il y a des seuils en deçà ou au-dessus duquel ces informations deviennent obligatoires et ça devient un élément déclencheur au niveau de l'attitude et finalement là je demande l'information à mon fournisseur, en Mmh. deçà je ne le fais pas.
Et puis, pour tout ce qui concerne les motivations, c'est de bien comprendre tout ce que ça va permettre à mon interlocuteur de venir satisfaire chez lui dans son propre cahier des charges, le fait de pouvoir certes répondre à des enquêtes de performance extra-financière, mais pourquoi? Qu'est-ce qui le motive par rapport à ça? Est-ce qu'il a une pression légale? Est-ce que c'est parce que dans son entreprise, dans l'ADN, le code génétique de l'entreprise, la recherche de minimisation des externalités négatives est constitutif de l'identité de l'entreprise et que même s'il n'y avait pas d'obligation légale, ils le feraient parce que ça correspond à leurs valeurs, etc., etc., etc. Donc là, tu vois, voilà les types de thématiques. Et tout ça sont des choses que tu pourrais explorer en études Oui, qualitatives. oui. Oui, j'ai bien compris, ouais. Mais du coup, là, par rapport aux hypothèses que j'ai citées, là, les deux d'avant, là, je pense que c'est plutôt dans le sujet motivation. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté légal qui a été détecté, donc ça, c'est une motivation qui existe. Néanmoins, c'est pas suffisant, en tout cas pour l'instant, et donc il faut voir s'il n'y a pas d'autres, enfin, quels sont les autres sujets dans ce sujet-là de motivation qui peuvent apparaître, parce que le côté légal n'est pas suffisant et n'est pas est trop fragile comme hypothèse. D'accord. Alors, a priori, par rapport à l'entretien face à face, ce serait assez simple. Essayons de nous focaliser plutôt sur les discussions de groupe. Par rapport à ce que tu as vu tout à l'heure, quels sont les outils que tu imaginerais utiliser et pourquoi? Quand tu dis C'est les outils, c'est les six. dans les 6 Oui, méthodes de discussion de groupe. oui. Je peux les Bah moi j'aime parcourir, bien hein. On le. a la plénière, le buzz Oui, group, la racine oui. carrée, la tournante, le débat Mm. ou le panel. Ouais, moi j'allais dire enfin, moi personnellement, moi j'aime bien le débat parce que je trouve ça super intéressant et surtout l'exemple que tu as pris de dire bah, ceux qui sont plutôt pour, bah, je vais les mettre dans la case contre et ceux qui sont contre, bah, plutôt dans la case pour. Mm. Et c'est intéressant et surtout que ça permet d'avoir pardon, j'ai oublié le terme. Des éléments voilà, pour comprendre la position de chacune des personnes, des entreprises, pourquoi elles iraient pas, et d'avoir en tête la liste des arguments pour et les arguments qui pourraient arriver qui sont contre. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant pour la phase qui arrivera normalement après ou dans quelques phases, qui est la partie commercialisation et qui permet justement d'imaginer les chemins, enfin les éléments, les arguments, encore une fois, pour convaincre. Donc je trouve que celui-là est très pertinent et apporte beaucoup de choses. Alors, enfin, les autres aussi, hein, mais je me reconnais plus dans celui-là, personnellement. Ah, ok. Moi, j'en verrai deux, tu vois, celui que tu as cité, mais aussi le panel. Ok. Le panel, ça peut D'accord, être oui, aussi ok. intéressant Hmm. d'avoir Oui, en effet. dans un temps un, le panel, parce que le seul risque du débat, c'est que tu peux tomber sur une partie de tes invités qui sont ni pour ni contre, bien au contraire. Alors là, dans ces cas-là, pour organiser un débat, ça peut être un peu compliqué, tu D'accord. vois. Et Oui, oui, donc, oui, je comprends. l'une des façons de créer les conditions d'une conviction, c'est d'utiliser une phase 1 qui est le panel, et où Hmm. ils ont trois points de vue. Alors, ça peut être le point de vue juridique, le point de vue interne des collaborateurs, des salariés, entre autres par rapport à toutes les contraintes supplémentaires que ça peut leur imposer. Et puis, pourquoi pas le point de vue des clients, le point de vue de leurs Hmm. propres clients à eux, tu vois. Oui. Et puis à partir Hmm. de là, il y a des convictions qui se créent, et là, tu crées le débat derrière. Ouais, je vois. Ouais. Ok, ouais. D'accord? Combiner un peu les deux. Hmm. Voilà, Ouais. parce que Ok. vraiment le gros biais, j'en ai pas parlé tout à l'heure, hein, mais le gros biais du débat, c'est que si le sujet n'est pas très segmentant dès le départ, Hmm. finalement, ça perd un peu de son intérêt. Ouais, ok. Ok. OK? Donc c'est Hmm. quelque Ouais. chose qui te semble être organisable par rapport à ton sujet?
Alors, justement, je réfléchissais quand tu le présentais, parce que j'ai fait pas mal d'échanges face à face pour le coup. Et c'est vrai que arriver à organiser des discussions de groupe comme ça, sans pour autant qu'il y ait 20 personnes, hein. Déjà 6 ou 7, je pense qu'on peut déjà faire de belles choses. Mais c'est d'arriver à trouver ces 6 ou 7 personnes qui sont dispo au même moment. Et là, c'est très difficile. Enfin, tu l'as cité, hein, comme élément qui est compliqué à mettre en place. Et pour le coup, je suis pas sûr enfin, à essayer, mais ça me paraît difficile dans le sens rassembler tout le monde autour d'une table au même moment, quoi. Alors, tu peux avoir une solution, Félix, c'est que tu Mm. peux solliciter d'autres parties prenantes qui verraient ton atelier comme une animation d'une séquence d'un de leurs événements. Et toi, du coup, c'est Mhm. gagnant-gagnant pour toi et pour eux. Toi, tu proposes de venir organiser un débat sur une thématique donnée. Et pour eux, Ok. ça leur permet d'animer un événement qui est à leur calendrier. Par exemple, ce sont des choses que tu peux proposer à une CCI. Ce sont des choses que tu peux proposer à un syndicat professionnel. Ce sont des choses que Ok, tu ouais, peux j'y avais. proposer à des associations tu as des associations professionnelles de directeurs marketing, de Mm. directeurs de la com, de DRH, de DAF, etc., etc. Tu sais, Ouais. tout ce petit monde aime bien se rencontrer dans des after-work où généralement il y a un événement, il y a une conférence, il y a une thématique donnée, et puis après, hop, ils s'organisent un dîner. Et ils organisent ça une fois par mois. Ouais. Donc typiquement, c'est le genre de partie prenante que tu peux aller solliciter. Ils sont sans arrêt en recherche d'idées pour animer des soirées. Et tu peux leur proposer à la fois la présentation de la réflexion sur ta solution, une étape 1 en 20 minutes en 30 minutes avec 3 fois 10 minutes et donc la méthodologie du panel. Et puis derrière, un truc un peu ludique de qui est pour, qui est contre, ben, on inverse les rôles et tu animes un débat. Voilà. Ouais, ouais. Pour le coup, je rebondis. Enfin, très bonne idée là avec la CCI de En plus, je fais partie de la CCI de Lyon. Enfin, j'ai rejoint un programme de la CCI de Lyon qui m'accompagne sur mon projet. Donc, je pense que Ben voilà. ça tombe parfaitement dans le sujet. Ouais. Donc, du Voilà, coup, ou j'essaie. J'essaie. par rapport à ta cible, tu peux aller voir la CGPME. Enfin voilà, il y a plein de solutions Ouais. possibles. Ok, ouais, super. Ou là, Merci comment beaucoup. s'appelle cette association des jeunes entrepreneurs, là, tu vois, pareil, ils organisent comment ça s'appelle ça, la CJD, non, c'est pas ça, c'est la Ah oui, oui. Confédération des jeunes, voilà, Ouais, des jeunes ouais, c'est dirigeants, sympa. où bah, c'est Mm, un sujet mm, rêvé pour eux. ok, ouais. Et en plus, Top. tu es sur une typologie d'entreprise qui leur correspond bien. Ok, ouais. Ok, ok. Et ce sera super riche. Ouais, j'espère. Merci en tout cas. Merci pour les idées. OK, quelqu'un d'autre veut réfléchir à son besoin? Je veux bien prendre la suite, hein, sauf si Audrey, Profites-en, je me suis Non, en bloqué. vrai, ça va, tu peux prendre la D'accord. suite du coup. Je veux pas mansplainer à mon insu. Alors pour reprendre la mission, donc moi j'ai un projet assez qui est lié au monde agricole. Le problème qu'on s'est donné, c'est de dire que le coût des intrants qui sont autorisés sur le marché plombe la rentabilité des exploitations agricoles et qu'au-delà de ce coût, le coût pardon, les intrants ont aussi un coût qui est volatile. Et qu'est-ce que tu Donc il y aura appelles une les entrants? Excuse-moi, parce que je ne suis pas un spécialiste de ton marché. pardon, oui, intrant, c'est engrais, pesticides, quoi. OK. La mission qu'on se donne, c'est de permettre aux agriculteurs de produire leurs propres intrants à base de micro-organismes. OK. Euh, Partant de là, je vois un peu deux problèmes et en y réfléchissant, peut-être que le premier problème est enfin deux hypothèses, pardon. Peut-être que la première hypothèse est plus quanti que quali d'ailleurs. C'est déjà de dire que le coût des intrants est un déterminant, enfin de vérifier que le coût des intrants est un déterminant important de la rentabilité des exploitations agricoles. Mhm. Je pense que c'est vérifiable quantitativement. On prend un PNL d'exploitation agricole et puis on regarde. Mais il y a peut-être un sujet quali pour le coup à voir
auprès des agriculteurs si c'est un levier que eux seraient prêts à... Enfin, est-ce qu'ils le considèrent ou pas comme un levier sur lequel il faudrait jouer pour améliorer leur rentabilité? Peut-être Tu qu'en fait, travailles sur les nous, notions d'externalité négative liées à l'impact sur la santé ou ce genre de choses-là? Parce que les oui, agriculteurs sont quand effectivement, même il y les a aussi premières ça. victimes de l'utilisation de ces produits. Oui, effectivement, c'est peut-être même une hypothèse encore plus en amont de dire quels sont les facteurs de décision. Est-ce que c'est uniquement la rentabilité? Est-ce qu'effectivement on prend en compte des externalités, soit sur leur santé, soit sur l'environnement? Bon, même si on a l'intuition, hein, que c'est plus économique, mais il y aurait effectivement ces aspects-là à, à tester. Et puis l'autre hypothèse que je vois, c'est que nous, on part sur on se concentre au sein des intrants sur les intrants qui sont produits à base de micro-organismes dans ce qu'on appelle les biosolutions. En faisant l'hypothèse qu'aujourd'hui, ces biosolutions, elles ont des externalités positives, hein, sur l'environnement, sur la santé, mais qu'elles ne sont pas adoptées en raison de la rentabilité, en tout cas d'un manque d'efficacité perçue. Donc là, il y aurait un énorme, et pour le coup, c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut travailler le plus rapidement possible, c'est comprendre est-ce que c'est vrai que ces biosolutions ne sont pas adoptées parce que leur efficacité relative perçue est trop faible? Ou est-ce qu'il y a une autre raison qui fait que ces solutions ne sont pas adoptées? Parce que si elles ne sont pas adoptées, nous, ça ne sert à rien de faire le projet qu'on veut faire. Et donc là, il y aurait un intérêt à faire ça. Je serais assez curieux de voir dans le monde agricole, d'ailleurs, sur les entretiens collectifs, enfin sur des animations collectives, à quel point ils seraient réceptifs ou au contraire, ils ne voudraient pas trop partager. Enfin, j'imagine que ça dépend énormément des filières et des régions. C'est les premières réflexions que là j'ai en essayant de connecter les... Alors, je peux pas te dire, te donner le nom de la coopérative, mais je peux te dire que j'ai eu l'opportunité il y a 7 8 ans d'être invité par l'une des plus grandes coopératives agricoles françaises. C'était l'une des deux, trois Ouais, premières, pour animer un débat à l'occasion de son assemblée générale, sachant qu'il y avait en plus un énorme conflit avec une prise de contrôle agressive de la part d'un nouveau conseil d'administration, enfin d'un nouveau président. Donc, c'était un exercice particulièrement cocasse. Bah, je peux te dire que la parole circule très librement, ouais, et que tu as intérêt de bien tenir les rênes pour bien tenir le débat. Mais c'est passionnant, parce qu'il n'y a pas de filtre. Enfin, on ne se fait pas de politesse, quoi. On se dit franchement les choses. Donc, je pense qu'au contraire, là, tu as une population qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense et de défendre ses convictions. Donc, je ne pense pas que le frein soit là. ouais, Simplement, ce que j'entends par rapport à la problématique que tu exprimes, c'est que il faut déjà bien déterminer tout le champ des externalités positives, des externalités négatives, pardon, de bien identifier quelle est la perception réelle de ces externalités, ouais, et leur impact écologique, leur impact social, l'impact sur la santé des clients, sur la santé du voisinage, sur la santé des agriculteurs eux-mêmes, et puis l'impact économique. Et je pense qu'il y a déjà un premier gros travail à faire sur ces dimensions-là. C'est tellement important que j'espère pour toi qu'il y a des recherches. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que tu fasses une grosse revue de littérature dans des revues à comité de lecture sur des mm, articles qui seraient parus sur le sujet. Et à mon avis, il doit être possible de le faire. Et peut-être que l'une des solutions, ce serait que tu te rapproches d'un laboratoire de recherche qui travaille en santé, en sciences sociales, en psychologie, en économie, sur ce type de sujet-là. Donc, d'aller voir des laboratoires de recherche de l'INRA, par exemple,
et il y en a certainement certains qui travaillent sur ces sujets, et de demander si tu ne pourrais pas avoir, de la part d'un doctorant, un travail avec une revue de littérature qui te simplifierait considérablement le travail d'exploration. C'est-à-dire de bien déterminer le champ de l'étude et de négocier auprès d'un... Tu es basé où géographiquement? Je suis à Paris, mais on À regarde Paris, un peu bon, partout. d'aller En fait, voir, ça me demande, on a été en d'aller contact avec une doctorante dans à une l'école école, d'Inra. dans une école d'ingénieur, hein, Ouais, tu vas à l'INRA, tu te rapproches auprès d'une équipe de recherche, peu importe d'ailleurs qui tu contactes, après, ça va être du bouche à oreille, ils vont te dire, maintenant il faut aller contacter telle personne à Dijon. Je sais qu'à Dijon, par exemple, il y a une équipe de l'INRA qui travaille beaucoup, entre autres, enfin, qui à une époque travaillait beaucoup sur ces aspects de santé, parce que tu as des vraies problématiques pour les vignerons de Bourgogne qui, avec les produits qu'ils dispersaient sur leurs vignes, ont eu des gros problèmes de santé, mais où il y avait pour le coup, une perception de risque de perte d'exploitation très très forte s'ils arrêtaient d'utiliser ces projections d'insecticides, etc. Donc, moi, la première étape, ce serait ça, c'est-à-dire de trouver un étudiant, alors soit un étudiant de master, ça peut d'ailleurs être un étudiant qui est en master 2 en école d'ingénieur et de lui proposer de rémunérer une étude qui pourrait être d'ailleurs une étude de fin d'études, mais sa thèse de fin d'études sur un sujet tel que celui-là, ou d'aller voir donc une équipe de recherche et qu'il te fasse. Moi, en ce moment, là, par exemple, je suis en train de négocier avec l'Université de Lyon 3 et l'école doctorale de l'Université de Lyon 3 une recherche avec un doctorant de l'école doctorale en ESS qui ferait une revue de littérature internationale sur une thématique que l'on a choisie. Tu vois, ils sont assez preneurs de ce mm, type de choses-là. Donc, je pense que ce serait l'étape 1. Ça te permettrait d'avoir des hypothèses plus complètes et ensuite de pouvoir choisir les thématiques sur lesquelles tu souhaites mener des entretiens individuels ou des discussions de groupe pour approfondir. mm. Mais l'avantage, c'est que tu aurais des données scientifiques sur lesquelles lancer les débats. Ouais. Voire même si tu décidais, tu vois, d'organiser un groupe de discussion avec la technique du panel, d'avoir trois experts qui viennent, tu organises ça avec un syndicat agricole, par exemple. Il y a trois experts qui viennent défendre trois points de vue ou qui donnent un point de vue sur trois catégories d'externalités négatives différentes liées à ce sujet-là. Et puis un autre expert qui viendrait parler des bénéfices des solutions que tu proposes ou que tu étudies et de voir à partir de là, en étape 2, pareil, de faire un débat avec les pour et les contre, tu vois. Mm. Ouais, ce serait hyper Et intéressant en tu plus pourrais parce gagner qu'on des pourrait se mois poser. de travail. Ouais, c'est clair. Ok. Bah, je pense que l'enjeu aussi pour nous, c'est de sélectionner. Je parlais de coopératives, des filières, peut-être de le faire par filière en fait, par région sur ces. Puisque je pense que enfin, on voit aussi dans les entretiens individuels qu'on a, les déterminants des décisions ne sont pas du tout les mêmes en fonction des filières et des régions. Donc, effectivement. À ce moment-là, l'une des clés, peut-être dans un premier temps, de te dire, compte tenu du niveau d'avancement des technologies de substitution. Quand je parle de technologie, c'est des solutions de substitution plus naturelles qu'on pourrait mobiliser et donc celles qu'on pourrait mettre en œuvre plus facilement. A priori, ça s'adresse à quel secteur de l'agriculture? Tu hiérarchises et tu commences par ces secteurs-là Oui, bien sûr. parce que la solution sera plus facile à mettre en œuvre. Tout à fait. Mais je pense que sur un sujet tel que celui-là, il doit y avoir un système de croyance, d'habitude, voire même de dépendance, de dépendance économique et de dépendance contractuelle tellement forte entre les agriculteurs et les fournisseurs de solutions
que tu as tout intérêt à mener des entretiens exploratoires où la parole va se libérer et où ils vont te dire des choses qu'ils ne disent pas ou en tout cas qui ne sont pas publiées officiellement, tu vois. Hmm. Oui, c'est vrai que c'est un secteur qui est surprescrit avec des acteurs dans tous les sens qui recommandent telle ou telle solution. Donc, c'est vrai qu'il y a un débroussaillage à faire et où le format panel, pour le coup, pourrait être hyper intéressant. Tout à fait. Ok, bon bah écoute, Merci. il n'y a plus qu'à. Exactement. Il n'y a plus qu'à, mais je pense que vraiment sur ton sujet, c'est primordial, hein. Ouais. Ok, est-ce que Audrey se pose des questions et souhaite partager avec nous une problématique ou pas? Ben, en fait, par rapport à ma problématique, j'arrive pas trop à me situer par rapport à l'exercice, dans le sens où, par rapport à mon niveau d'avancement, en fait, bah, je l'ai déjà fait plein de fois. Ok, Du coup, après, si, ce serait peut-être dans le futur, mais vraiment du gros futur, à partir de l'exportation, du coup, de la programmation, où en fait, j'avais pensé à faire ce genre d'exercice en groupe, de réunir, par exemple, bah, les commerçants, les artistes auteurs directement à travers le canal des mairies sur, tu peux par juste me exemple, un rappeler, s'il te plaît, ta vision ah oui, mission, ça nous pardon, donne juste un tout petit peu de point de repère? ma vision et ma mission? Oui, s'il te plaît. Alors, ma vision, ouh là, faut que j'y retrouve. C'est complexe, mais en gros, ma mission, c'est, de donner de la légitimité et de la visibilité aux artistes et auteurs, indépendants et ma vision, c'est, la culture, de chez vous, près de chez vous. Enfin, c'est la culture pour tous, en fait. D'accord. Et quel type de légitimité tu veux offrir? De la légitimité, bah, professionnelle, dans le sens où on dit souvent, bah, qu'être auteur ou être artiste, c'est pas un métier. Déjà, alors que si et bah, du coup, de la légitimité aussi à être, payé. Enfin, en fait, c'est, le but, c'est de développer, on va dire, leur, enfin, de se rémunérer, quoi, c'est ça. Et concrètement, la solution que tu apportes, c'est quoi? Puisque tu Alors dis que tu as avancé. c'est, des événements culturels durant lesquels ils peuvent vendre, donc il y en a, 2 à 3 par mois, plus de la communication. Plus aussi, bénéficier de tout le réseau de partenaires, que ce soit des libraires ou des, galeries et cetera, qui peuvent, potentiellement enfin avec lesquels, en fait, le but, c'est de maximiser leur réseau de pour pouvoir vendre, et se développer, quoi. D'accord, donc tu agis en qualité de quoi? Quelle est la nature de la relation contractuelle avec eux? Tu es leur agent? Alors justement, oui et non, dans le sens où je suis leur agent dans le cadre de Galadette Plus et après pour le reste, ils restent quand même indépendants sur, on va dire, les choix qu'ils peuvent faire, de quel partenaire ou pas. En fait, moi, je suis plus une médiatrice culturelle pour le coup, et en même temps, j'ai une double casquette avec les artistes auteurs où je suis là pour développer leur réseau de toute façon et développer leur opportunité de vente. Et ton modèle économique, tu l'as déjà défini? Tu as l'air relativement Oui, avancé. Oui, et quel est-il? heu, alors du coup, les artistes auteurs, il y en a 6 à 8 par programmation qui dure 6 mois. Donc en fait, c'est 25 € par mois pour du coup participer à 2 à 3 événements, voire plus par mois, plus de la communication. Ensuite, du coup, les structures qui accueillent les événements, c'est les commerces de centre-ville. Donc là, il y a une, notion aussi d'attractivité pour les commerçants, leur amener un nouveau public à travers le biais culturel. Où là, bah, c'est des prestations de services d'événements et de communication, autour de, par exemple, 60 € pour une dédicace, donc c'est un format de 3 heures très éphémère, pardon, jusqu'à, 500 € une exposition pendant un mois où il y aura un événement toutes les semaines. Et ensuite, du coup, il y a toute la partie aussi, atelier d'écriture que je propose pour les apprentis auteurs, en fait, sur un an.
ils vont écrire leur livre de A à Z et bénéficier de tout le réseau d'éditeurs ensuite de Galadead, ou alors avoir les connaissances pour l'autopublication, enfin choisir la méthode de publication, en tous les cas qui leur correspond le plus. Et ça, il y a 40 places pour 59 € par mois. Voilà, ça c'est les 3 grands canaux de Galadead. Ok, bon, c'est vrai que si, alors, j'aurais plein d'autres questions à te poser pour mieux cerner ça et mieux comprendre comment tu peux optimiser, maximiser ton impact pour toutes les parties prenantes, enfin auprès de toutes les parties prenantes et avoir une activité qui fasse de l'impact tout en générant suffisamment de cash pour te permettre de scaler, de démultiplier ton modèle tout en étant capable de bien rémunérer l'ensemble des acteurs. Mais c'est pas l'objet de cet atelier-là. Mais ça me donnerait vraiment envie de poser beaucoup de questions pour mieux comprendre. Mais effectivement, là, cette étape-là, et l'atelier d'études Cali est beaucoup plus en amont que ta phase d'avancement actuelle. Donc effectivement, ça peut malgré tout être utile demain si tu décidais de scaler le modèle et le dupliquer, soit sur d'autres zones géographiques, soit sur d'autres typologies de secteurs culturels ou artistiques. C'est ça, c'est exactement ça. Ok, très bien. Bon, eh bien, j'espère que ça vous aura aidé. Je pense qu'en tout cas pour Félix et Jérôme, c'est plutôt la bonne temporalité. Donc, donnez-nous des feedbacks. On se verra de toute façon sur le prochain campus. Vous nous direz si vous avez réussi à le mettre en œuvre et puis quels sont les premiers résultats que vous avez obtenus. Yep, très bien. Merci. Merci beaucoup. Bon Merci. après-midi à vous. Oui, Au revoir. belle journée. Au À revoir. Bonne journée. bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.